Bonsoir à tous. Et si l'on regardait la ville à hauteur des bébés et des tout-petits, comment la trouverions-nous? C'est la question que se sont posées deux chercheurs et leur réponse est implacable. Elle est loin d'être accueillante. On pourrait même dire qu'elle les fait fuir, les bébés, eux, et bien sûr leurs parents. Alors comment imaginer une ville adaptée aux enfants en bas âge? On va tenter d'ébaucher quelques pistes de réponse ce soir dans Autrement avec nos invités. En commençant par vous, Pauline Cabrit, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice du collectif politique du Lanche, alors vous êtes urbaniste également et une des autrices du manifeste bruxellois du droit à la ville pour les bébés. On parle de politique du Lanche. Pourquoi vous avez choisi ce terme? Parce que nous, ici, quand on pense au Lanche, on pense à une couche pour les bébés. Oui, alors peut-être pour faire un tout petit retour rapide, il s'agit d'une bourse une bourse de recherche qu'on a gagnée il y a à peu près un an, qui a été lancée par la région bruxelloise via l'équipe du Baumeister, qui s'occupe donc d'aménagement public, enfin d'aménagement des espaces. Et on a décidé de travailler sur, on vous expliquera peut-être pourquoi on a eu cette intuition, mais de travailler sur ce sujet des tout-petits, pas seulement des enfants, mais des tout-petits dans la ville et dans l'espace public. Et en fait, moi je vis à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Vous êtes française. Mais je suis française, ouais. Aurélien est français aussi. Ouais. Et le lange, donc c'est la couche, effectivement, pour les bébés ici. Mais en français, le lange, vous savez, c'est ce carré de mousseline, ce tétra. Tous les parents qui ont des enfants petits savent ce que c'est, en fait. On l'utilise absolument partout. On le prend partout. Voilà, on le prend partout. On a toujours besoin. Exactement. Ouais. On s'en sert pour essuyer du vomi, se cacher quand on allait son bébé, le poser au sec, au parc, etc. Et donc, pour nous, c'était déjà presque un petit manifeste en soi, ce carré de tissu. C'est l'idée de dire, avec pas grand-chose, en fait, on peut aménager un espace à peu de frais partout pour son bébé. Voilà. Ouais, alors, vous le dites dans votre manifeste, et je vais vous présenter Aurélien Ramos. Bonsoir, vous êtes paysagiste et donc le co-auteur de ce manifeste. Alors, vous le dites, dans ce manifeste, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a quasiment pas de réflexion quand on aménage l'espace public. On ne pense pas aux tout petits. Oui, tout à fait. C'est un peu le constat qu'on a fait. Enfin, nous, l'objectif de cette recherche, c'était de dire comment on peut faire dialoguer deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler, c'est-à-dire les professionnels de la petite enfance et ceux de la fabrique de la ville. Chacun a une expertise, et notamment les professionnels de la petite enfance ont une vision de la ville qui est liée à leur pratique avec les tout-petits. Donc, ils ont des choses à dire, ces personnes-là, sur la manière dont les tout-petits vivent l'espace public. Et notre ambition, c'est d'essayer de les faire dialoguer. Parce qu'effectivement, le constat qu'on a fait, c'est que les politiques publiques en faveur de ce qui est fait pour la petite enfance en général portent plutôt sur la famille, sur les espaces intérieurs des crèches, et finalement sur l'espace public en tant que tel, c'est plus compliqué à être saisi par l'action publique. Ouais, alors, vous parlez de professionnels. J'ai été voir une professionnelle aussi, c'est une puéricultrice à la crèche Joséphine Charlotte. On a parlé des espaces de jeu. On pourrait imaginer à première vue que tout est fait pour les tout-petits dans les espaces de jeu. Eh bien, pas du tout. C'est ce que vous avez constaté. C'est ce qu'elle constate également. On l'écoute. Il reste beaucoup de choses à faire, effectivement. Oui. On avait été, il n'y a pas longtemps, on avait été dans un parc qui se trouve ici, pas très loin. Et en fait, c'est adapté, malheureusement, aux plus grands. Et quand je dis plus grands, c'est à partir de 6 ans. Et donc les tout petits, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses à faire, effectivement. Il y a des risques supplémentaires parce que justement, les endroits ne sont pas adaptés, ne sont pas conçus pour les plus petits. Et donc du coup, ça n'a pas été imaginé pour des plus petits. Sauf que donc dans l'endroit où nous avions été la dernière fois, c'était pour moi des enfants qui sont en première primaire. Donc là, ils ont quand même plus l'habitude de structure et c'est plus facile. Mais chez nous, voilà, il faut quand même avoir les yeux, les oreilles partout. Et donc, c'est assez compliqué. Oui, alors c'est assez compliqué, vous l'avez constaté également. Alors, question simple, Pauline, pourquoi est-ce qu'on ne pense pas aux tout-petits quand on aménage? Pourquoi, selon vous, y a-t-il cette lacune? En fait, oui, vous vous posez la question pourquoi finalement c'est un public qui est oublié, pas des politiques publiques en général, mais des politiques publiques d'aménagement. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais la première réponse, c'est peut-être que c'est un public qui est un peu invisible de fait. D'abord, entre 0 et 3 ans, on ne s'exprime pas. On n'est pas vraiment un citoyen on ne parle pas, en fait, tout simplement. Et puis, le parent qui s'occupe de cet enfant,
c'est pas non plus le parent qu'on va forcément aller voir s'exprimer dans les réunions de participation sur les projets urbains, etc. Tout simplement parce que quand on a des enfants tout petits, on est dans une forme de couloir et qu'en fait, on prend peut-être moins part aussi comme ça à la vie publique. Oui, ça je dirais que c'est la... Ouais. Alors je vais vous présenter maintenant Juliette Mogenet. Bonsoir, vous êtes autrice et réalisatrice de podcasts. Vous êtes également membre du collectif La Ville aux enfants, qui est né à Saint-Gilles. Et vous vous êtes intéressée à cette question-là. C'est votre expérience de maman avec des enfants en bas âge qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes interrogée là-dessus. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, avec vos petits ? Oui, exactement. En fait, c'est quand moi j'ai fait l'expérience de cette inadéquation, on va dire, de l'espace public urbain à mes besoins en tant que maman de jeunes enfants, que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous a manqué, Juliette ? Tellement de choses. et ça a été justement pour moi le déclencheur d'un parcours à la fois de réflexion là-dessus, mais aussi de militance et de se dire, en fait, il y a des choses qui doivent changer et qui peuvent changer. On parle beaucoup de déconstruction pour l'instant. Moi, je trouve aussi que la déconstruction, elle se fait sur, justement, on voit l'existant et on peut se dire, ça a été construit, ce sont des choix politiques, ce sont des choix humains qui font que la ville est telle qu'elle est pour l'instant. Moi, je me suis sentie, en tant que jeune maman, je me suis sentie extrêmement isolée. Je trouvais que c'était très compliqué, qu'en fait, c'est aussi ce qu'Aurélien et Pauline décrivent dans leur étude, c'est qu'en fait, les espaces pour les très jeunes enfants, mais aussi pour les enfants qui grandissent un peu, et puis du coup pour les personnes qui s'en occupent, qui sont encore principalement leur mère, en fait, plus que leur père, sont finalement des espaces où on est mis dans un coin, entre guillemets. Donc par exemple, oui, une fois que tu es arrivé au parc, bah, c'est super d'être au parc. Une fois que tu es arrivé à la plaine de jeu, c'est super d'être à la plaine de jeu. Et encore, comme Pauline et Aurélien le soulignent, c'est pas si super que ça. Mais du coup, entre les deux, en fait, c'est vraiment le tout à la voiture. Même les transports publics sont mal pensés, en fait. Moi, je suis sur la ligne du 81. Et en fait, le 81, bah, même mes enfants le disent, on attend qu'il y en ait un nouveau parce qu'il y a les vieux et les nouveaux. Et donc, en fait, quand tu es avec 2 bébés et que tu dois monter dans un 81, bah, il faut que ça soit un nouveau, en fait. Et donc, tu peux attendre 20 minutes, parfois plus, parce que dans les vieux, on ne sait pas monter dedans, tout simplement, avec des poussettes, avec... Alors Aurélien, il y a un manifeste, il est ici en carte postale avec différents points, on va en exposer quelques-uns, mais pour vous, s'il fallait déterminer un point qui est vraiment l'essentiel pour permettre finalement à ces tout petits de s'épanouir dans la ville, vous diriez quoi ? Je pense qu'on essaye de mettre en avant, et l'objectif de ce manifeste, vous l'avez compris, et c'est vraiment de faire reconnaître les tout-petits comme des acteurs, comme des citoyens à part entière, comme des acteurs, des usagers de l'espace public qui doivent avoir leur place, qui n'ont pas nécessairement leur mot à dire puisqu'ils ne parlent pas, mais en revanche, ils s'expriment et surtout ils pratiquent les lieux. Donc en fait, l'objectif de ce manifeste, c'est vraiment dire ça, c'est dire on identifie les besoins spécifiques des tout-petits, ce qui fait la caractéristique de leur pratique, de la manière dont ils habitent la ville, et on essaie de faire en sorte de voir comment, avec leurs besoins, ils peuvent cohabiter avec les adultes et partager l'espace public au même titre. Alors ce qu'il faut dire, Pauline, c'est que vous ne voulez pas forcément qu'il y ait des endroits dédiés pour les tout petits, pour chaque activité. Vous voudriez une intégration finalement de ces aménagements dans la ville. En fait, ce que je voudrais dire, juste peut-être une toute petite chose, c'est que depuis le début de l'émission, et c'est tout à fait normal, on pose un constat qui est que la ville, elle est souvent perçue comme une menace pour les tout petits et pour les parents. Mais il y en a des menaces. Il y en a. Non, mais elle est perçue à juste titre, et c'est aussi un changement de perception qu'on a. Je pense que quand on devient jeune parent, on a un être très vulnérable comme ça dont il faut s'occuper, donc on se met à... Enfin, moi, c'était mon cas, à avoir peur de trucs dont j'avais absolument pas peur avant, quoi. Hyper vigilance. Ouais, de la pluie, des bus qui roulent vite, que sais-je. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a un changement de perception. Mais nous, le travail qu'on a voulu faire aussi, c'est de dire la ville, ça peut être formidable, quoi. Enfin, la ville, ça peut vraiment aussi être un espace de ressources, de stimulation pour les enfants. Première chose, on n'a pas besoin ou très peu besoin de sa voiture en ville pour se déplacer. Donc en fait, c'est quand même assez magique aussi de pouvoir. C'est vraiment ça qu'on a voulu dire. C'est aussi attention.
ça serait aussi très chouette de regarder la ville comme un espace de ressources possibles et avec toutes les choses qui seraient à améliorer, évidemment. Donc, pardon, je reprends votre question. Oui, mais je vais poser une autre question à Juliette, si vous le voulez bien, parce que dans votre podcast, il y a un intervenant qui dit « J'avais constamment l'impression de briser l'élan de mes enfants. J'ai constamment cette impression-là, parce que j'ai tout le temps peur qu'ils fassent quelque chose qui les mette en danger. » Oui, ça rejoint un peu ce que disait Pauline sur l'hypervigilance, c'est que du coup, quand on est dans l'espace public urbain à Bruxelles, notamment dans des quartiers qui sont très peuplés et où il y a beaucoup de trafic automobile, etc., on est effectivement toujours en espèce de contrôle de nos enfants, mais donc c'est chaque personne avec ses enfants qui doit faire des déplacements parce que les déplacements sont de toute façon obligatoires, et puis aussi parce qu'on peut avoir envie d'être un peu dehors aussi avec les enfants, etc. Et par exemple, avec la ville aux enfants, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment ce pourquoi on a envie de militer, c'est de dire en fait on voudrait une ville où les enfants puissent être plus autonomes, où en fait les parents puissent un peu diminuer cette hypervigilance, où on puisse aussi être peut-être dans un cadre où la sécurité des enfants puisse être quelque chose de plus partagé entre les différents usagers de l'espace. Et ça rejoint aussi ce que vous dites, de dire en fait la ville ne doit pas être considérée que comme un danger géant, mais de pouvoir se dire en fait finalement on permet aux enfants d'occuper cet espace de manière plus sécuritaire, plus saine, etc. Et comme tu dis, en fait, c'est possible aussi, tout à fait de se déplacer en ville sans voiture. Et en fait, nous, c'est un de nos points d'attention, c'est de dire finalement la voiture, les chiffres de Bruxelles Mobilité disent qu'il y a 25% des déplacements à Bruxelles qui sont faits pour des trajets de moins d'1 kilomètre. Donc ça veut dire que les gens prennent leur voiture pour quelque chose qu'ils pourraient faire en 15 minutes à pied. Et donc, par exemple, ces déplacements-là, il faut pouvoir comprendre, il faut que aussi les parents d'enfants puissent comprendre que ces déplacements peuvent être faits autrement qu'en voiture. Alors Aurélien, dans votre manifeste, cette liberté, cette autonomie, vous la revendiquez aussi pour le tout petit. Il suffit de prendre l'article 1 qui est le droit aux 4 pattes, se déplacer en ville à 4 pattes, ou l'article 3, le droit à la sieste dehors, donc pour les tout-petits. Alors ça, dans la mise en œuvre, il y a certains jeunes parents qui vont nous regarder avec de grands yeux en disant le droit à 4 pattes en ville, c'est vraiment compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour le faciliter, ce droit-là ? Tout à fait. En fait, vous l'avez compris, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'il y a un changement de mentalité. Il faut agir sur les représentations pour que les parents ne soient pas culpabilisés, se sentent en capacité de prendre en fait, le risque de sortir avec leur tout petit et de lui faire pratiquer l'espace public. Et puis ensuite, il y a une responsabilité aussi des acteurs publics dans le fait d'aménager, de faire en sorte que la ville puisse accepter ces pratiques des tout petits. Et donc il y a des choses toutes simples, mais on sait que dans l'enquête qu'on a faite, on a vu à quel point les espaces de nature, les parcs et jardins à Bruxelles sont vraiment une ressource hyper importante pour les jeunes parents. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que à Bruxelles, il y a des très grands parcs, mais qui sont plutôt en périphérie. Et en fait, ce qui manque, c'est plutôt une échelle intermédiaire d'espaces publics de nature, de proximité. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme, mais que ce soit proche des espaces habités. Alors on sait que Bruxelles c'est plutôt considéré comme étant une capitale plutôt verte, mais elle reste quand même en dessous des chiffres de la recommandation de l'OMS. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les quartiers, il y a aussi une ségrégation socio-spatiale. Et l'accès aux espaces de nature, il est assez inégal, et c'est plutôt dans les quartiers les plus pauvres, c'est les quartiers les plus pauvres qui sont les moins bien dotés en espaces, en parcs et jardins. Et c'est dans ces espaces-là qu'on trouve aussi la classe d'âge la plus jeune. Donc ça pose question. Oui, en fait, vous êtes aussi une jeune maman. Le droit à 4 pattes, le droit à la sieste dehors, vous le pratiquez, vous, au quotidien ? Alors, mes enfants, ça y est, ils font plus du 4 pattes, mais quand ils étaient petits, la sieste dehors, oui, je l'ai beaucoup pratiquée. Et ça, en fait, effectivement, il ne faut pas grand-chose. On le sait quand on... Il faut ce fameux lange. Il faut ce fameux lange, mais disons, allez, une belle place avec des arbres et des voitures qui ne sont pas trop près, finalement, c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est simplement un espace public de qualité qui permet ça. Et on sait très bien qu'un enfant peut dormir bien couvert dans une poussette. Mais le droit aux 4 pattes, il y a la vision hygiéniste. Alors, le droit aux 4 pattes, effectivement, les endroits ne sont pas toujours très propres, on a peur qu'ils se coupent, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait quand on imagine un aménagement pour que ce soit plus simple, selon vous ? Pour que ça devienne plus évident, on va dire, pour un jeune parent qui se dit « Allez, tant pis, on y va, on le laisse ». Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les aménagements en eux-mêmes, dont Aurélien a parlé, c'est-à-dire peut-être multiplier des trottoirs plus larges, multiplier des espaces de nature de proximité,
inventer aussi dans les aires de jeu, qui sont des espaces spécifiquement dédiés aux enfants, mais des espaces pour les enfants tout petits, parce que ça n'existe pratiquement pas, en fait. Donc, ne serait-ce que sortir un peu de l'offre standardisée et, disons, des balançoires pour les grands qui sont simplement répliqués en plus petit pour les enfants. Et donc là, ça demande de la réflexion et des aménagements. Ouais. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, à laquelle on pense moins souvent, mais c'est la question de la gestion. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'aménager des beaux espaces ou des aires de jeu. Il faut que ces aires de jeu ou ces espaces publics soient entretenus, soient propres, soient respectés, parce qu'en fait, l'enfant à hauteur du sol, il est littéralement à hauteur du sol. C'est-à-dire qu'il va se prendre tout ce qui est déchets, gaz d'échappement, etc. Donc ça demande des moyens financiers et humains aussi dans la gestion de la ville qui sont importants. Et en fait, prendre en compte le tout petit, c'est commencer à penser la ville à partir de 65 cm. Donc ça veut dire que c'est une pensée de la ville à partir du sol. Et ça rejoint aussi les préoccupations environnementales et un sol vivant qui fonctionne sur le plan écologique. C'est un sol qui sera aussi plus confortable. L'herbe et la terre, c'est le meilleur tapis de jeu pour faire du 4 pattes. Donc là, il y a aussi une convergence des enjeux. Donc, commencer à penser la ville par le sol, c'est commencer à penser, envisager la qualité environnementale, la qualité de vie et donc une qualité d'accès aux tout petits qui vont dans le même sens, quoi. Ouais, je vous écoute. Oui. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis aussi, c'est que clairement, il y a cette convergence des enjeux et il y a aussi En fait, si on réfléchit à une ville qui soit plus accessible, plus saine, plus sécuritaire, etc., pour les tout-petits et les enfants, en fait, finalement, c'est une ville qui est aussi plus agréable à vivre pour absolument tout le monde. Donc, il y a aussi ce truc de dire, finalement, c'est pas que pour les enfants. Enfin, si tu as un aménagement qui est pensé pour les enfants, a priori, il sera plus accessible et meilleur pour vraiment absolument tout le monde, j'ai l'impression. Et toutes les personnes, justement, qui sont plus fragiles et pour qui, souvent, l'espace public n'est pas construit pour elles et n'est pas conçu pour elles. Ouais. Et il y a vraiment un combat que vous posez dans le manifeste. Si je reprends l'article 5, le droit de mettre à la bouche, ou l'article 6, le droit au premier pas, il y a vraiment une volonté de votre part de briser cette vision un peu trop hygiéniste que l'on a aujourd'hui du bébé ou du tout petit. Notre idée, c'est pas du tout c'est vraiment de culpabiliser personne. Hein. On est aussi jeunes parents, et puis chacun a un rapport à nouvelles injonctions, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que la société assez normative aussi dans laquelle on se trouve fait que, ne serait-ce que dans les crèches, par exemple, les puéricultrices qui ont envie d'aller faire des activités extérieures avec les enfants, on en a vu une tout à l'heure, elles sont elles-mêmes confrontées aussi à un certain nombre de normes qui sont hyper compliquées pour elles. Donc voilà, et effectivement, dans l'étude qu'on a menée, on a rencontré beaucoup de professionnels de la petite enfance. C'est des intuitions qu'on avait, nous, mais tous les professionnels de la petite enfance qu'on a rencontrés, sans exception, nous ont dit à quel point c'était primordial pour les enfants tout petits de sortir. Ouais, alors justement, vous me tendez une perche, parce qu'on va retourner à cette crèche Joséphine Charlotte, une crèche qui dépend donc de la ville de Bruxelles, et là, ils ont trouvé un moyen plutôt sympa pour se déplacer, et pour faciliter surtout les déplacements, c'est un baby-bus. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Je vous propose de le découvrir. On enfile son manteau, on met ses chaussures, c'est l'heure du petit bol d'air pour les grands de la crèche Joséphine Charlotte. Et c'est en baby-bus que toute cette joyeuse ribambelle embarque. Pas facile de sortir l'engin, plutôt volumineux, mais une fois dehors, c'est parti pour une petite balade dans le quartier. C'est beaucoup plus pratique, on peut prendre plus d'enfants parce que voilà, il faut qu'on soit 2 effectivement pour pouvoir pousser parce que c'est assez lourd, mais on peut prendre 6 enfants et c'est vraiment pratique et du coup, comme les enfants sont en vis-à-vis, ils s'amusent vraiment, ils sont aux anges, vraiment, ils sont vraiment ils sont très enthousiastes. L'équipe l'utilise dès que les conditions atmosphériques le permettent pour rejoindre les espaces verts à proximité de la crèche ou simplement pour faire un tour. Et sans ce moyen de locomotion, ce serait beaucoup plus compliqué de sortir. Sans cet objet, c'est vrai que ça nous freine du coup, parce que voilà, les rues sont quand même assez étroites. Et voilà, si on doit sortir avec plusieurs poussettes, déjà on n'a pas les poussettes, mais si on doit avoir, ce sera des poussettes doubles. Mais là, comme je vous ai dit, c'est quand même beaucoup plus avantageux et du coup on peut prendre beaucoup plus d'enfants. La crèche possède 2 baby-bus et aujourd'hui, les puéricultrices ne peuvent plus s'en passer.
Ben voilà, vous le disiez, Aurélien et Pauline, c'est parfois des moyens finalement assez simples pour se déplacer facilement parce que, vous le dites aussi, il y a l'importance du droit au premier pas et Dieu sait que c'est compliqué dans une ville aujourd'hui de laisser un enfant faire ses premiers pas. On a tout de suite très très peur. Hein. Effectivement, enfin, la question de la mobilité des tout petits avec les tout petits, c'est une vraie question. Là, le dispositif qui a été mis en place donc, par la ville de Bruxelles, donc, il y a une vingtaine de crèches qui sont dotées de babybus et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de répondre en fait, à leur manque, à l'absence ou à l'absence d'espace extérieur disponible dans la crèche. Et donc, le babybus permet de sortir dans l'espace public. Donc, nous, ça fait partie de notre travail d'enquête. On a vu à quel point ce dispositif qui est en fait une réponse à un problème d'accès à l'extérieur. Hein. C'est une solution imparfaite, évidemment, on l'a vu. Hein. C'est compliqué à manipuler. Et en même temps, c'est un véritable... lourd, c'est très lourd. C'est pas motorisé. Et en même temps, c'est un événement urbain. C'est-à-dire, quand ils sortent, c'est ils étaient heureux, hein, ça je peux voilà. vous le dire. Ouais. Donc, à la fois pour les enfants, c'est un moment de sociabilité, mais ils interagissent aussi avec les gens dans la rue. C'est vraiment un petit événement dans le quartier où les gens les reconnaissent, les attendent. Donc, voilà. Mais ça pointe du doigt, effectivement, la difficulté de manière... décuplé, hein, puisque c'est une énorme poussette en fait, mais ça parle en fait de ce problème qui a été pointé du doigt aussi, de la difficulté de la mobilité pour les jeunes parents avec un véhicule, avec une poussette ou un landau, et ça typiquement, encore une fois, c'est des usagers de l'espace public à part entière qui sont assez peu pris en compte dans les aménagements. Le futur code de la voie publique parle de piétons, il parle des trottinettes, mais en fait les autres types de mobilité plus lente, avec un encombrement un peu différent, ça passe encore sous les radars. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vous faire réagir, c'est ce droit que vous réclamez, le droit d'avoir un horizon. Ouais. Alors expliquez-moi ce que vous entendez par là, et puis je demanderai à Juliette ce qu'elle en pense aussi, parce que vous parlez d'une ville à 65-75 cm, et donc c'est quoi avoir un horizon ? Oui, ça nous a paru très important. Alors évidemment, on peut le prendre de manière, un peu métaphorique, c'est le droit d'avoir un horizon, de rêver plus grand, etc. Mais d'un point de vue très concret, on sait très bien qu'en ville, il y a quand même, les perspectives sont souvent relativement bouchées, les immeubles peuvent être assez hauts, et il y a plein d'endroits où on voit assez peu le ciel. Et encore plus quand on mesure moins d'1 mètre. Et ça nous paraissait vraiment une chose hyper importante à prendre en compte, que les enfants puissent voir le ciel, en fait, avoir des portions d'espace ouvert. Alors, peut-être parce que c'est une déformation d'urbaniste ou de paysagiste, mais aussi par rapport à des choses qu'on a entendues de la part des professionnels de la petite enfance, c'est l'idée que, par exemple, un enfant qui ne sort jamais, ou qui sortirait très peu et qui est confronté toute la journée à un mur à 4 ou 5 mètres de lui, en fait, il va développer des problèmes de myopie. C'est hyper important pour un enfant d'aller développer son corps, mais aussi d'aller développer sa vue. Il a besoin d'avoir une vue large. Voilà, ouais. Donc le droit... et vous, on en parle aussi dans le podcast, Juliette, avec l'idée qu'on peut regarder, un enfant peut rêvasser comme ça et pendant 1 heure regarder un arbre si il est en balade ou dans un parc. Oui, d'ailleurs... En fait, Aurélien et Pauline participent à l'épisode du podcast. Donc, le podcast s'appelle « Comment j'ai retrouvé ma mère ». Et ça, c'est un épisode vraiment sur l'accès à l'espace public des mères et des enfants et qui s'appelle « Souvent, les mères disparaissent ». Et on entend cette réflexion dans le podcast. Et c'est vrai que moi, quelque chose sur lequel j'avais envie de rebondir par rapport justement à votre manifeste qui, entre guillemets, invente des nouveaux droits pour les bébés, pour les enfants, par rapport à leur accès à cet espace public qui devrait être du coup accessible à tous, c'est aussi de dire qu'en fait, il y a des droits des enfants qui ne sont pas forcément des droits des bébés, mais les bébés, si on considère que les bébés font partie des enfants, font partie des humains, il y a des droits des enfants qui existent et qui sont rédigés et auxquels les gouvernements, que les gouvernements ont ratifiés. Et donc, normalement, les gouvernements ont cette responsabilité d'offrir aux enfants le droit à la santé, à la sécurité, le droit aussi à la participation. Et pour moi, tantôt tu disais, Aurélien, que c'était important d'écouter aussi ce que les professionnels de la petite enfance ont à dire sur l'accès à l'espace public, etc. Mais en fait, finalement, quand les enfants commencent à parler eux-mêmes, c'est important finalement d'écouter aussi ce qu'eux ont à en dire. Et ça n'existe pas du tout. Et nous, par exemple, avec la ville aux enfants, c'est une des choses qu'on a envie de défendre aussi, c'est de dire, en fait, il faut vraiment que l'écoute des enfants, que le fait de tenir compte, alors bien sûr, avec des processus adaptés, etc., mais que les enfants puissent aussi dire ce dont eux ont besoin, ce dont eux ont envie, et qu'on puisse aussi vraiment les écouter, parce qu'en fait, finalement, personne ne les écoute jamais, les enfants, sur ce dont ils ont besoin
dans leur quotidien, dans leur ville. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir droit de parole dans la cité aussi? Ouais, c'est effectivement une chose dont on doit tenir compte à l'avenir, vous le dites. Il reste moins d'1 minute, hélas, et on n'a pas parlé du droit de téter en plein air, qui est aussi Oui. une revendication des mamans, surtout. Est-ce que sur ce point-là, et je vous demanderai une réponse très rapide, est-ce que les choses vont mieux aujourd'hui ou pas? Oui, je crois que les choses vont mieux. Après, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui se sont déjà emparées de ce sujet, la Lecce League, entre autres. Et donc, voilà, le droit à téter en plein air, c'est le droit à être nourri en plein air aussi, que ce soit au sein ou au biberon d'ailleurs. Je crois que les choses vont un peu mieux, mais encore une fois, c'est une question d'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a une question de mentalité, mais voilà, il faut aussi des espaces qui soient dédiés à Et ça. surtout, il ne faut pas le penser séparément Oui. du reste des usages. Il ne faut pas isoler les parents qui nourrissent leurs enfants du reste de la ville. Alors, on le verra, hein, puisque là, on arrive au terme de l'émission, mais on n'est qu'au début de la réflexion et vous souhaitez continuer à travailler sur le sujet pour que ça devienne vraiment quelque chose d'automatique quand on pense aux aménagements, qu'on pense également aux tout-petits. Donc, je vous renvoie à ce manifeste que l'on trouve sur le site du Baumeister. Oui, tout à fait. Donc, bma.brussels, c'est bien ça ou Oui, Perspective c'est ça, Brussels. c'est BMA, je pense. Voilà, et effectivement. donc, et je vous renvoie au podcast Comment j'ai retrouvé ma mère, qui est disponible sur le site d'Axel Mac et aussi sur toutes les plateformes. Vous préparez aussi un manifeste qui sera publié dans quelques jours, un manifeste sur la ville aux enfants. Merci d'avoir été présent sur le plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.